Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. 12 novembre 2025, le RPP, le Rassemblement populaire pour le progrès, le parti au pouvoir Djibouti, investit le président sortant Ismaël Omar Guelleh pour la présidentielle d'avril 2026. Une investiture qui intervient à peine 2 semaines après une réforme constitutionnelle qui supprime la limite d'âge pour les candidats, pour les Djiboutiens candidats à la présidentielle. Alors, quelle offre l'homme veut-il proposer à ses compatriotes? Nous recevons pour en parler Oumed Daoud. Il est le porte-parole de la majorité présidentielle à Djibouti. Il est notre invité. Oumed Daoud, bienvenue. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bonsoir à tous vos téléspectateurs africains. La réforme constitutionnelle intervenue le 27 octobre 2025 dans votre pays qui supprimait la limite d'âge pour les Djiboutiens candidats à la présidentielle était dénoncée par l'opposition de votre pays comme une réforme opportuniste. Nous y voilà. À peine 2 semaines après, le président actuel Ismaël Omar Guelleh est investi par son parti. Est-ce que ça ne donne pas raison à votre opposition? Absolument pas. Les militantes et les militants du Rassemblement populaire pour le progrès ont investi le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour au moins 2 raisons. Pour plusieurs raisons, mais essentiellement 2 raisons. Oui. Tant pour sa politique intérieure et pour la politique étrangère qui a mis son pays, notre pays, d'abord au niveau de la politique étrangère, à l'abri des tourmentes que connaît la région est de l'Afrique, l'Afrique de l'Est, qui est une région troublée. Et puis au plan intérieur, bien sûr, on en parlera, nous aurons suffisamment de temps, j'ose espérer en tous les cas, de parler parce que de nombreuses réalisations, depuis qu'il est là, tout a été pratiquement un pays, dans un premier temps, un pays a toujours des besoins. Mais depuis qu'il est arrivé au pouvoir, la vie des citoyens de Djibouti a changé, a radicalement changé dans la mesure où, comme je l'ai dit précédemment sur ce plateau, nous n'avions qu'un seul hôpital, qu'un seul port, qu'un seul lycée, etc. Tant au niveau de la santé, de l'éducation, parce que c'est 2 éléments essentiels dans la vie d'une nation, la santé et l'éducation. Ensuite vient l'économie, naturellement, les conditions de vie. Oui. Si vous permettez, M. Togbé, au niveau de la santé... Avant de parler de la santé, Oui. Pour régler cette question politique liée à la réforme constitutionnelle, ce n'était donc pas pour que le président actuel puisse être candidat à l'élection présidentielle d'avril 2026 que cette réforme a été opérée? Mais absolument pas, parce que de toute façon, il n'y a pas que cet article. Vous faites allusion à l'article 76 oui, relatif, qui a été réformé. oui. C'est un article parmi tant d'autres. Comme je l'ai dit, il y a le 16, 23 et 65 aussi. Bon, parce qu'il y a eu, je l'ai dit aussi, je répète encore une fois, qu'il y avait nécessité de pouvoir... On modifie une constitution quand besoin se fait sentir, comme je l'ai dit. Il a fallu intégrer, par exemple, l'article, la protection de la lutte contre les MGF dans la loi fondamentale, parce que nous avons estimé qu'il y a nécessité, qu'il y a besoin. Votre opposition vous répond que pour protéger les femmes, on n'a pas besoin de changer la Constitution. Que pour protéger les femmes, ici, on a eu besoin, par exemple, en France, d'intégrer l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Donc, si l'opposition prend, par exemple, la démocratie française, elle est démocratique, effectivement, la France, mais nous aussi, nous le sommes tout autant. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'elle veut, l'opposition? Elle s'oppose. Nous avons une opposition républicaine qui est l'opposition. Elle siège au Parlement de Djibouti, elle participe à la vie politique de Djibouti. Mais elle ne s'est pas opposée à cette réforme constitutionnelle. Pas toute l'opposition. L'opposition, c'est assez large. Oui. Moi, je parle de l'opposition légale. Bon, après, il y a ceux qui prétendent être opposition, par exemple, qui ne sont autres que des bandits de grand chemin, tels que ceux qui tentent des embuscades. Moi, j'ai reçu de gens qui sont des gens totalement respectables, qui sont membres du FRUID, par exemple. Mais le FRUID, par exemple, ne participe pas aujourd'hui, actuellement, à la vie politique djiboutienne. Le FRUID est une organisation terroriste, qualifiée comme telle par le Parlement de Djibouti.
Le FRUD est une organisation qui tend des embuscades et des ambulances, qui brûle les engins de chantier, qui sont destinés à construire des routes, à creuser des puits. Le FRUD kidnappe des enseignants, le FRUD kidnappe des infirmiers, le FRUD affame, terrorise, sème la terreur dans l'arrière-pays contre tout ce qu'il... Est-ce que ça, c'est une opinion? Est-ce que ça, c'est un combat politique? Heureusement, grâce aux forces armées du Boussen, vaillantes armées du Boussen qui le repoussent avec efficacité, avec détermination, les forces armées du Boussen viennent en aide à la population pour sécuriser, pour pacifier le pays, alors que le FRUD en question empêche tout processus de développement dans le nord du pays, en tendant des embuscades et tout ça. Dans le nord du pays, il y a un port qui a été construit, il y a des infrastructures hôtelières, il y a une route de 214 km qui relie Tadjoura à Balho, et une autre route qui relie Tadjoura à Adailou, qui est goudronnée aussi, pour empêcher ces bandits de semer la terreur. Ils sont djiboutiens aussi. S'il y en a qui se mettent en contradiction avec la loi, la justice fera son travail. Et ça fait que toute cette organisation politique est qualifiée de terrorisme. Mais attendez, il y a eu la guerre entre 91 et 94. Oui. Des Djiboutiens se sont battus, se sont soulevés. Ensuite, en 94, 26 décembre 94, les accords d'Abra signés entre le gouvernement djiboutien et la rébellion du FRUD a conduit à la pacification du pays. Le pays a été pacifié. Cette organisation, le FRUD, s'est transformée en une formation politique légale qui participe à la vie politique du pays. Après, il reste quelques bandits, quelques réfractaires qui sont restés, qui ont été rejoints par les malfrats en tout genre, qui sèment la terreur, qui ne sont absolument pas représentatifs des Djiboutiens. Voilà, je voudrais préciser aussi que notre armée, les forces armées djiboutiennes, déploient d'inlassables efforts, d'importants moyens matériels et humains pour mettre hors d'état de nuire ces bandits qui sèment la terreur dans le pays. Parlons maintenant de l'offre politique. Je l'ai dit, la présidentielle est prévue en avril 2026 dans votre pays. Le président actuel va briguer un 3e mandat. Et quelle est l'offre politique qu'il propose aujourd'hui aux Djiboutiens? Vous vouliez parler de la santé. Quelles sont aujourd'hui les données qui permettent de conclure qu'effectivement la situation sanitaire a évolué ces 10 dernières années ou ces 5 dernières années? Absolument, parce que pour vous dire une seule chose, en 1977, quand notre pays a accédé à l'indépendance, il n'y avait que 3 médecins dans ce pays, 350 000 habitants, 3 médecins, simplement. Paix à leur âme, ils ont tous disparu, oui, ils ne sont plus de ce monde. Ensuite, en 2007, Djibouti s'offre une école de médecine, une faculté de médecine en 2007. Entre le moment où, en 2007, quand la faculté de médecine a ouvert ses portes, il y avait qu'une centaine de médecins. En 2024, entre 2007 et 2024, 300 médecins ont été formés par cette même faculté de médecine. Et d'autres sont médecins. À l'heure où je vous parle, il y a 800 médecins. À Djibouti, il y a actuellement 800 médecins pour l'ensemble du pays. Donc, 90 ont été formés. Information à vérifier. Voilà. Oui, je vous ai envoyé d'ailleurs l'information du ministère de la Santé de Djibouti. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de consulter. Autrement dit, 90 médecins sont en cours, à l'heure où je vous parle, en cours de formation dans le cadre de la spécialisation, ici et là, à travers le monde. Si on a un personnel médical disponible... Laissez-moi vous dire, pardonnez-moi, M. Togbé, oui. Laissez-moi vous dire que, par la suite, le corps médical, en 2012, il y avait 500 paramédicaux, en comprenant les infirmiers, les sages-femmes, les aides-soignants et tout. Aujourd'hui, en 2024, je vous donne les statistiques de 2024, il y a 2500. L'ensemble du personnel du ministère de la Santé, en 2000, je reviens à 25 ans en arrière, en 2000, il y avait 1020 personnes qui travaillaient pour ce département, le département de la Santé. En 2024, les statistiques de l'année 2024 nous disent 4460 personnes qui travaillent pour le ministère de la Santé. C'est dire combien le pays a évolué dans ce domaine, dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, à Djibouti, il y a 8 hôpitaux, dont un CHU, centre hospitalier universitaire, avec un institut supérieur des sciences de la santé qui forme les élèves infirmiers, les sages-femmes,
les aides-soignants et autres ambulanciers et tout le paramédical. Donc, dans les régions intérieures du pays, à Ali Sabieh, il y a un hôpital de référence, un autre à Arta et un troisième pour le nord à Tadjoura, qui a été inauguré il n'y a pas longtemps. Si on a un personnel médical disponible, qu'en est-il du coût des soins? Quand un Djiboutien ordinaire tombe malade et il se rend dans un centre de santé ou dans un hôpital, est-ce qu'il est pris en charge? Naturellement, couverture maladie universelle pour tous, grâce à la politique. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'objectif que vous avez décrété. Non, ce n'est pas un objectif. Tout le monde a le droit de se faire soigner. Donc, avec la couverture, il suffit de faire les démarches nécessaires auprès des services compétents et pour ceux qui ne travaillent pas, qui ne cotisent pas, il y a là, on s'inscrit, on fait un certificat d'indigence, on se fait soigner. Tout le monde moyennant une cotisation que tout le monde n'arrive pas à payer. Mais ça, c'est pour les salariés. Ceux qui ne le sont pas, il suffit d'aller chercher ce qu'on appelle un certificat d'indigence, qui leur permet de se faire soigner gratuitement, d'avoir accès aux soins gratuits. Après, il y a des antennes, des centres communautaires dans l'arrière-pays, dans les zones reculées. Donc, et puis, il y a des hôpitaux de référence dans chaque région du pays qui permet, avec un plateau technique adapté aux besoins, et même depuis quelque temps, les personnes qui ont besoin de dialyse n'auront pas besoin de descendre sur Djibouti-Ville. Ils ont la possibilité de se faire, de se voir offrir ce soin. D'accord. Dans les régions intérieures. Oumed Daoud, est-ce qu'au moment où on est en train de faire cette émission, tous les Djiboutiens arrivent à s'offrir 3 repas par jour? Certainement pas. Mais écoutez, vous savez, 12% de la population américaine vit au-dessous du seuil de pauvreté. 12%. Ceux qui représentent à peu près 35 millions d'Américains vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pareil au Japon, en France ou ailleurs, dans les pays occidentaux aussi. Il y a des difficultés partout. Tout le monde mange à Djibouti, monsieur. Et bien sûr qu'il y a des gens qui traversent, qui ont des difficultés. Je ne peux pas nier, mais il n'y a pas de famine à Djibouti. Il ne peut pas y avoir, de par notre culture, de par notre façon de vivre, il ne peut pas y avoir de famine à Djibouti. D'autant plus que nous accueillons des réfugiés des pays alentours. C'est vrai. 35 000 réfugiés sont sur notre sol. Donc, à 2 camps de réfugiés à Ali Sabieh et à Ali Adé, dans le sud du pays, un autre à Markazi, dans la région Obok. Avec l'explosion, le problème qui se pose au Yémen également, les Houthis qui perturbent la navigation internationale, mais aussi le Yémen qui subit de plein fouet une guerre fratricide entre les Houthis et autres, ce qui fait que nous avons reçu davantage de réfugiés yéménites déjà qu'on en avait assez, ceux qui proviennent des pays limitrophes alentours, mais Djibouti parvient toujours, tant bien que mal, à supporter ces réfugiés qui n'est pas une charge facile. Le poids de ces déplacements sur votre territoire. Alors, les sujets sociaux sont nombreux, on ne peut pas tout évoquer ici, malheureusement. Dans cette émission. Sur le plan de l'éducation, c'est quoi les problèmes? Sur le plan de l'éducation, encore une fois, en parlant des réfugiés, vous savez que Ismaël Omar Guelleh est un peu le Jules Ferry de Djibouti. L'école est obligatoire à tous ceux qui sont en âge d'être scolarisés, y compris les enfants des réfugiés qui ne sont pas des citoyens djiboutiens. Qu'on soit djiboutien ou pas, tous les enfants doivent aller à l'école. Autre chose, la priorité des priorités, quand il a été élu président de la République, Ismaël Omar Guelleh a œuvré de manière à ce que notre pays soit doté d'une université. J'en ai parlé lors de la précédente occasion. Mieux encore, en 2017, il inaugure l'école d'excellence. L'école d'excellence, vous savez comment ça fonctionne, cette école en question? C'est un bijou pour nous. Une sélection, une sélection de 1300 élèves issus de toutes catégories sociales, du primaire, du collège au lycée. De ces 1300, on ne récupère que 140. On a récupéré 143 élèves. Sur les 143, il n'y a que 25 qui sont retenus. Et ce sont le plus jeune bachelier, l'année dernière, avait 13 ans.
présents. C'est une école qui forme l'élite future Voilà, les futures du pays. les futures élites du pays qui sont aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils sont dans les écoles les plus prestigieuses de France. Ils ont passé le concours le concours prépa, admis au concours de prépa l'année dernière. Ils ont passé ce concours en France, dans un des prestigieux lycées de Nancy, dans la Meurthe-et-Moselle, au lycée Louis-le-Grand à Paris et le lycée Camille Guérin de Poitiers. C'est un avenir prometteur pour Djibouti avec toutes ces élites qui... tout ça grâce à une politique qui a été mise en place. Un avenir prometteur, dites-vous, sauf que M. Oumed Daoud, la présidentielle est prévue en avril, on l'a dit. Votre opposition vous dénonce, enfin du moins, vous reproche de verrouiller le jeu politique de façon à ce que, en avril, ce sera le président sortant, aujourd'hui candidat pour un troisième mandat, qui sera élu. Parce que le jeu politique manque d'ouverture. Verrouillé. Bon, est-ce que l'opposition a pris le temps ou de réfléchir pour présenter un candidat? Elle a le droit de présenter un candidat. Elle a toute la latitude. J'ai eu déjà l'occasion de le dire à d'autres occasions, enfin une autre fois. Mais d'emblée, on commence à crier au loup. Donc ça veut dire que d'abord, c'est des mauvais joueurs et des mauvais perdants. Donc les membres de l'opposition qui écrivent ça, c'est déjà... voilà, c'est un procès d'intention, je dis. J'appelle ça un procès d'intention, M. Togbé. La présidentielle d'avril 2026 reste une présidentielle ouverte à tous les Djiboutiens? Eh bien, écoutez, tous ceux qui remplissent les conditions requises peuvent présenter leur candidature à l'élection présidentielle de 2026. Oumed Daoud, je rappelle que vous êtes le porte-parole de la majorité présidentielle djiboutienne. Merci d'avoir été notre invité. Je vous en prie, je vous souhaite une bonne soirée. Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.